Salut tout le monde, salut Catherine. Salut Pablo, salut à toutes et à tous. Petit débrief hebdomadaire politique pour revenir sur cette semaine dans laquelle il s'est encore une fois passé beaucoup de choses parce que l'histoire s'accélère comme dirait l'autre, enfin n'en finit pas de s'accélérer. Cette semaine il a encore une fois l'autre été... c'est Balibar dans ta midinale. Exactement, enfin, qui m'a dit que l'histoire ne faisait que l'accélération de l'histoire ne faisait que s'accélérer. Midinale que je vous enjoins à aller voir, elle est fort intéressante. D'ailleurs, elle portait intégralement sur la question de la guerre, la question de l'Europe, ce qu'ont raconté Donald Trump et Volodymyr Zelensky cette semaine, mais surtout Ursula von der Leyen et Emmanuel Macron. Ce dernier a donné une allocution télévisée mercredi soir, dans laquelle il est revenu sur le moment de bascule qu'on était en train de vivre. Il prolongeait finalement, avec des mots qui étaient sensiblement différents, ce qu'avait raconté la semaine passée François Bayrou, son Premier ministre. Et il a annoncé l'entrée de la France dans une économie de guerre. Je veux dire, on ne peut pas dire autre chose. Peut-être que tu voudras modérer ou nuancer ce que je dis. Notamment, alors ça, c'est toi qui l'as raconté dans la newsletter de jeudi qui faisait suite à cette allocution. Non, peut-être, je vais te donner la parole tout de suite. Et genre, toi, tu vas nous raconter, parce que c'est toi qui as fait la newsletter et t'en parleras mieux que moi. Qu'est-ce qu'a raconté Emmanuel Macron dans son allocution? Comment tu l'analyses? J'invite Catherine Tricot à la parole. Pour moi, il y avait deux éléments dans son discours. Il y avait une analyse et une proposition qui était tout à fait conforme à ce qu'il dit depuis 2017, c'est-à-dire l'Europe doit devenir une puissance, et notamment une puissance armée, et doit s'affirmer, et elle doit prendre confiance en elle, et en ce sens, il était assez raccord sur ça avec ce qu'a dit François Bayrou, nous sommes puissants, mais nous ne le savons pas. Et en fait, c'était pas la semaine dernière, tu vois, comme quoi ça n'arrête pas de s'accélérer, parce que Bayrou, il est intervenu lundi. Ah oui. Et tu vois, j'ai déjà l'impression que c'était il y a 15 jours. Alors que c'est dans la semaine, il y a eu lundi Bayrou et mercredi soir Emmanuel Macron. Et tu as raison de dire que les deux n'étaient pas tout à fait raccord, pas qu'ils aient des divergences entre eux, mais Bayrou était beaucoup plus tranché dans l'analyse de la rupture avec les États-Unis. En aucune façon, il n'a laissé entendre que c'était notre grand allié et qu'on pourrait renouer cette alliance historique, etc. Alors qu'Emmanuel Macron, c'est pas qu'il y croit, mais il a utilisé des termes diplomatiques, probablement parce qu'il sait qu'il sera davantage écouté par les autres chancelleries. Et donc il a dit, nous voulons croire qu'il n'en sera pas ainsi, mais nous nous préparons à ce que cette rupture intervienne. Et je continuerai d'aller essayer de le convaincre, a-t-il dit à l'égard de Donald Trump. Oui, voilà. Mais moi, je trouve ça bien, ça. Enfin, très sincèrement, je suis d'accord avec ça. Je pense que nous n'avons pas intérêt à exacerber les tensions. Et une chose est d'avoir une politique qui se prépare à cette rupture, à la fin de cette période de l'unité d'un bloc occidental avec le leadership américain. Autre chose est que l'on en rajoute sur les tensions avec les États-Unis. Alors il y a l'administration Trump, c'est une chose, et puis il y a les États-Unis, c'en est une autre, et c'est un peu plus important, les États-Unis. Bref. Donc moi, j'étais plutôt d'accord avec le ton d'Emmanuel Macron et je n'étais pas contre le ton de François Bayrou sur ce point. Donc en fait là, ils actent plus que d'autres pays, nettement plus que d'autres pays, plus que l'Angleterre, plus que l'Italie qui, elle, milite pour rapprocher les pays au sein de l'Occident, du Grand Occident, plus que l'Allemagne, enfin beaucoup plus que d'autres pays qui sont la Pologne, qui sont historiquement plus liés aux États-Unis et plus dépendants des États-Unis de maintes façons pour leur défense ou pour leur économie, leur énergie, etc. Donc la France a d'une certaine façon les moyens aussi de cette prise de distance, ce qui est assez important. On n'a pas tout misé sur des politiques d'exportation et on n'a pas tout misé sur le parapluie américain. Donc Macron peut tenir ce discours, c'est pas tout à fait vrai des autres.
Donc, à partir de cette analyse, il dit, il va nous effrayer sur l'ampleur de la crise et de la guerre qui a déjà commencé avec la Russie, c'est ça qu'il nous explique, et que donc, face à ça, il faut se réarmer. Alors, se réarmer avec des armes létales, et probablement se réarmer aussi du point de vue du renseignement, de toutes les mesures dont on peut disposer pour contrecarrer les attaques dont Emmanuel Macron nous a laissé entendre qu'elles n'étaient pas que militaires au sens classique du terme. Donc là, il y a une première discussion. La deuxième partie de la discussion, c'est nous dire il faut se réarmer, mais il n'y aura pas d'augmentation des impôts. Et il donne des arguments qui sont massus, puisqu'il nous annonce que la Russie dépenserait 40% de son budget dans l'armement, ce qui n'existe pas, ce chiffre n'existe pas. Mais chiffre qui fait flipper. Mais chiffre qui fait flipper, exactement. C'est le but. Voilà, c'est ça. Alors que la Banque mondiale dit que c'est 16% de son budget, et non pas 40%, et que ce 16%, il est quand même évidemment relatif à la taille du budget. En France, on a un très gros budget, puisqu'on sait que c'est 57% de la richesse nationale qui est socialisée à travers le budget de l'État et de la sécurité sociale, alors que la Russie, ça doit être beaucoup moins. Donc ce 16%, c'est relatif. Ce qui est, à mon avis, un chiffre beaucoup plus comparable, c'est la part du PIB consacré à la défense, et qui en Russie est de 6%. Et c'est 100 milliards. Donc on a rappelé tous les deux ces chiffres, 100 milliards de dépenses pour la Russie, 50 pour la France, et on est parti pour 70 dans 5 ans, et Macron donne l'objectif de 140 milliards, donc on aurait l'objectif de faire plus que la Russie. Mais sachant que l'Angleterre fait déjà 70 et que la totalité des pays européens font 300 milliards. Donc il y a un premier niveau d'intimidation pour nous dire il faut y aller. Et il a sorti ça il n'y aura pas de prélèvement d'impôts supplémentaires. Il va donc falloir, on ne peut plus penser dans les termes anciens, sous-entendu tout ce qui a été la construction du sortie de la guerre, c'est-à-dire notamment le welfare state, enfin l'État-providence. Ça, il faut s'en débarrasser, il va falloir innover, et il va falloir être courageux. Et ça commence tout de suite. Le courage, puisque Bayrou nous annonce aujourd'hui que ça aura des conséquences sur la discussion sur la réforme des retraites, tandis que le Scornu nous dit, le Cornu, le ministre de la Défense, nous explique qu'il va falloir discuter sur le périmètre de l'État, et qu'il y a des choses que l'État n'a pas à faire. Par exemple, et il donne un exemple qui est un peu grotesque, il dit on dépense des milliards pour les pistes cyclables, est-ce que vraiment il faut le faire ? L'État dépense des milliards pour le plan vélo, voilà. Alors que c'est une compétence des mairies. C'est ça qu'il dit. Voilà, pour soutenir. Il dit genre, on a pas besoin de ça. Donc, ce qu'il explique, en fait, il faut remettre l'État dans ses compétences, dans les compétences régaliennes, éventuellement un peu plus avec un peu d'éducation, peut-être un peu de choses comme ça, mais il faut remettre tout notre argent dans le régalien. Et que le plan vélo, ça fait rigoler, le plan vélo, mais enfin le plan vélo, c'est quand même, comme les politiques d'isolation des logements, c'est quand même des politiques concrètes pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre. Donc moi, je trouve ça pas du tout rigolo que le Cornu vienne nous expliquer que il faut baisser nos investissements écologiques au bénéfice d'achat et de fabrication de nouvelles armes. Donc là, on a un vrai débat qui va s'ouvrir, et qui est un problème, parce que on ne peut pas être d'accord avec ça. Enfin, on ne peut pas penser qu'on va sacrifier nos vies et notre climat et la biodiversité pour les armes. Ça, c'est pas possible. On peut penser qu'il faut réagir à la question qui nous est posée par l'agressivité russe d'une part et l'abandon américain d'autre part, mais si dans la balance on nous met les jeunes vont aller en Ukraine et on va réduire le périmètre de l'État et ça aura des conséquences sur la réforme des retraites, je ne sais pas quel est l'accord qu'ils imaginent pouvoir réunir. Je
pense qu'ils ont légèrement vrillé, quoi. Ils se rendent même pas compte qu'ils sont minoritaires politiquement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose dans leur captation, leur manière de comprendre l'état d'esprit du pays qui leur échappe. Ça leur échappe. Or, s'ils veulent produire un consensus sur une politique internationale, ils ne peuvent pas s'y prendre de cette manière. Je trouve ça très déplacé et une stratégie un peu grossière quand même, pour tout dire. Hein. Vouloir nous enfourner tout ce qu'ils n'ont pas réussi à ce moment, en profitant de ce mouvement. Bon, Naomi Klein avait écrit un livre il y a une dizaine d'années qui s'appelait La stratégie du choc. Bon, bah, c'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, ils profitent de cette question, ils utilisent ce temps pour nous mettre ce qu'ils, par ailleurs, est au cœur de leur logiciel depuis 2017. Oui, sachant que dans son allocution, Emmanuel Macron, mais dans une certaine mesure François Bayrou aussi, et tous ceux qui sont en faveur, y compris à gauche, notamment les socialistes et les écologistes, en faveur de la constitution d'une force de défense européenne, c'est que, en fait, qu'est-ce qu'on essaye de défendre exactement ? Parce que c'est ça le fond, et c'est ce que tu dis un peu, c'est-à-dire que s'ils veulent nous appliquer la stratégie du choc et détruire en vérité, donc du coup, ce qu'il reste de notre état social, qui est encore assez vaillant, hein, quand on prend affaibli mais vaillant. Affaibli mais vaillant. S'ils veulent détruire ça, mais pourquoi on irait se battre ? Enfin, tu vois, je veux dire, j'ai lu par-ci, par-là des tweets de personnalités de gauche qui disaient oui, au nom de la démocratie, au nom de la liberté, etc. C'est des notions qui sont... De l'humanisme, il a dit Macron. De l'humanisme. Oui, mais l'humanisme, ça s'incarne dans des politiques, c'est pas... Exactement. Et dans des politiques, y compris sur notre territoire. Enfin, c'est pas que la façon dont l'exécutif français ferme les yeux sur ce qui se passe en Palestine. Et c'est une évidence qu'il ferme les yeux. Et donc là, on peut se poser la question, ah bon, là, il est où l'humanisme ? Pourquoi l'humanisme là-bas et pas ici ? Bon, mais il y a aussi l'humanisme qui est traduit en des termes politiques sur notre territoire. Et donc, si on abandonne ça, mais moi, je sais pas pourquoi il faut aller faire la guerre. Tu vois, si on abandonne en fait ce qui fait aujourd'hui le socle de notre démocratie, de notre République, je ne sais pas pourquoi il faut aller faire la guerre. Donc c'est sympa de donner des valeurs complètement abstraites et de les mettre les unes derrière les autres en s'appuyant sur notre histoire, mais ça va pas le faire. Enfin, les gens aujourd'hui, tu parlais tu l'avais déjà dit la semaine dernière, mais on fait pas une guerre, on peut pas mener une guerre si la population n'est pas d'accord, et encore moins peut-on la gagner, mais aujourd'hui on a une population qui est stressée, qui est inquiète, on a une population qui est divisée sur énormément de sujets, on a une population qui est de plus en plus est portée vers l'extrême droite. Enfin, c'est eux qui chaque année engrangent de plus en plus de votes, et c'est cette population-là à qui on dit allez, c'est le moment de faire un effort de guerre, et vous allez en plus travailler jusqu'à 67 ans, et puis en plus on va pas filer du fric pour la biodiversité et l'écologie. Ça n'a, honnêtement, politiquement, c'est une machine à gaz qui risque de lui exploser dans les mains. Donc ça va vraiment pas du tout. Après, à gauche... Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, ce que tu dis, non, mais moi je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire, enfin, c'est exactement ce que je ressens, en fait, il a dégoupillé un truc qui va renverser la première partie qui est totalement fondamentale de son propos, mais ce que je trouve incroyable, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ce n'est pas vu, quoi. Je trouve qu'il y a très peu de discussions, alors ça vient d'arriver, hein, on a encore le temps que ça mûrisse, mais je ne vois pas de prise de position solide qui mettent en exergue cette contradiction entre tu peux pas penser que tu vas mobiliser ton pays en lui disant que tu vas lui retirer tout ce qui l'unit, qui rend un peu concret la France, quoi. Je trouve ça incroyable. Exactement. Et alors, j'ai même être encore plus, pas cynique, mais, enfin si, cynique, mais quand on parle de guerre, on a l'impression qu'on va mobiliser
plutôt les jeunes. Enfin, tu sais, c'est un truc, c'est une projection qu'on fait parce que c'est notre histoire, mais on se dit, bon, bah, c'est les 20-40 ans qui vont y aller, quoi. Parce que c'est ce qu'on voit. On a discuté. Mais ce qui est fou, c'est que tout le monde commence à dire, ah, mais moi, ça va, j'y vais pas. Enfin, exactement. Moi, j'ai 47 ans, donc je suis sauvé. Non, mais parce que d'une part, on le connaît parce que dans notre histoire, on est 35 ans. Boum. Mais d'une part, parce que dans notre histoire, on a eu ce moment où il y avait la conscription obligatoire, il fallait y aller en 14, en 39, etc. Et même après, hein, enfin, je veux dire, ça existe, et en plus de ça, on voit, par exemple en Ukraine, je veux dire, il y a une foultitude de reportages où tu vois des jeunes qui ont entre 20 et 50 ans et qui sont là, qui étaient étudiants, qui étaient commerçants, qui étaient ingénieurs ou qui étaient ouvriers, et qui, du jour au lendemain, se retrouvent à devoir mettre le missile dans le canon. Et tu les vois dans des trucs. Et donc, on pense à ça. Et en fait, l'idée que Emmanuel Macron va réussir à mobiliser cette jeunesse pour qui, la guerre, si tant est qu'elle devait être faite, elle est pour eux, elle est pour ces générations, elle est pour ces jeunes-là. Mais en leur disant, attendez, vous êtes mobilisés sur l'écologie, bah désolé, je vous ai sucré de je sais pas combien de millions, voire de milliards dans le dernier budget, et puis en plus, désolé, mais genre, l'argent qu'on était censé donner à je sais pas quoi, l'Office national des forêts et de la biodiversité, on va le récupérer pour acheter des canons et des fusils et des avions. Mais les jeunes, ils sont absolument pas, ça va pas aller. Ah bah non, ça va pas aller du tout. Ils vont jamais se mobiliser, jamais. Et tu sais, ce matin, j'avais une discussion avec mon gamin qui a 17 ans et qui m'a dit, mais si l'idée c'est d'envoyer les jeunes en Ukraine, mais c'est Marine Le Pen qui va ramasser tout. Parce que celle qui apparaît comme étant opposée à ça, parce que pour les jeunes gens, et j'imagine aussi pour les jeunes filles, ça n'a pas de sens. Ce truc-là n'a pas de sens. Vraiment, il voit pas. Il me disait ça ce matin. Il me disait, mais tu sais, faut réveillez-vous la gauche là. Il y a un souci, c'est que vous êtes, si vous faites pas gaffe à ce qui est en train de se passer sur le plan générationnel, là on est en train de créer des conditions d'une partie de la jeunesse qui va nous dire mais vous êtes à côté de la plaque, quoi. Alors il y a une partie qui, évidemment, ça ne veut pas dire que les militants de la diversité vont pas forcément aller chez Marine Le Pen, parce que mais par contre ils vont se dire mais je suis où, quoi, où est-ce que je suis, où est-ce que ça me... Alors, tu dis ça, pour l'instant, la gauche, elle est divisée, hein, comme on l'a dit, sur cette question-là. Ah bah si. Oui, je suis d'accord, elle est divisée. Dit pas la même chose. Et d'ailleurs, on en a fait l'objet de notre dossier avec Politis cette semaine. Oui, mais vas-y, termine. Non, voilà, on en a fait l'objet et on voit, en gros, on voit deux positions se faire jour. La première, c'est celle du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts, qui sont en faveur de la création de cette force de défense européenne, avec des arguments qui ne sont pas tout à fait les mêmes qu'Emmanuel Macron. J'en veux pour preuve, par exemple, une tribune d'Aurore Lalucq dans Libération, où elle dit: il faut des impôts, il faut augmenter les impôts. Il est hors de question de toucher à notre état social. C'est ce que dit aussi Hélène Convoy dans Politis et Regard, qu'on a interrogé, qui est une sénatrice, qui est vice-présidente de la commission défense et ancienne ministre déléguée des Affaires européennes sous François Hollande, qui dit la même chose, une socialiste, qui dit exactement la même chose. Et Cyril Châtelain aussi. Elle dit non, ok, l'effort de guerre, et ok, machin, mais on touche pas, voire on continue. Voilà. Donc c'est pas le même discours que celui d'Emmanuel Macron et de François Bayrou. Ça, c'est d'un côté. Et puis de l'autre, il y a les communistes et les insoumis qui, eux, disent niet. Et eux disent non. Je sais pas pourquoi je dis niet en russe, mais qui disent non à la... Non, je retire mon niet en russe. Ils disent non à la guerre, à cette création de forces de guerre, avec deux types d'arguments. Il y a l'argument antimilitariste, qui existe et qui est présent. Il y a l'argument de la souveraineté. Ça, c'est fortement porté par les insoumis,
et depuis longtemps, hein, c'est pas nouveau, mais ils disent en gros qu'il n'y a pas de souveraineté européenne, il y a que des souverainetés nationales, et que l'armée, c'est un des endroits par excellence où doit s'exercer cette souveraineté. Donc il ne peut y avoir que des armées nationales. Voilà. En gros, un des arguments importants des Insoumis, c'est Aurélien Saint-Toul, qui est député LFI, qui s'exprime dans les colonnes de Politis et Regard sur ce sujet. Et puis après, il soulève le communiste et l'insoumis plein de questions en fait qui sont irrésolues. Mais qui va commander, mais comment ça va se faire, qui va décider qui fait quoi, enfin je veux dire, c'est toutes ces choses qui sont laissées en suspens et qui sont quand même importantes si on veut commencer à réfléchir à la question. Et je terminerai là-dessus. C'est d'ailleurs le problème de la prise de parole, à mon sens, d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle est martiale. Elle est même autoritaire. Elle est martiale parce qu'elle est gaga, mais elle est autoritaire. C'est-à-dire, genre, ça va être comme ça, et puis voilà, et puis on n'augmentera pas les impôts. Mais mon pote, t'es pas législateur, en fait. Je veux dire, c'est pas à toi de décider si on augmente les impôts ou pas. Enfin, je veux dire, il est même pas, le Premier ministre n'est même pas de son parti. Non mais donc, c'est un truc qui est complètement dingue, cette façon de dire, voilà, je suis encore le maître du destin de la France, le seul maître à bord. Bah non, en fait. Et plus profondément que ça, c'est un sujet qui nécessite un débat. Mais ça aussi, historiquement, c'est compliqué. Sur la question de la guerre, très souvent, les exécutifs rechignent à faire des débats. Ils veulent bien informer, parfois le Parlement, parfois la population, etc. Mais c'est pas des sujets qu'ils aiment porter dans le... Tu vois, c'est un truc... c'est la prérogative du président de la République. Alors il déclenche des guerres. Alors je me souviens en Libye, alors on y va. Enfin, genre, je veux dire, et après il informe le Parlement qu'il a déclenché une guerre en Libye. Ah bon, bah d'accord, c'est super. Enfin, mais il n'y a pas de vote en fait sur le sujet. Ce qui est un gage d'efficacité, entre guillemets. Au bout de 4 mois, il faut qu'il y ait un vote. Exactement. Mais bon, la guerre éclair en... Bon, ça pose quand même des problèmes. Et au-delà du vote, c'est un débat, en fait, sur le sujet. C'est rester ouvert, c'est de dire, bon, bah, on va consulter, on va voir ce que pensent les différentes forces. Moi, ce que je trouve qui est important à noter, c'est qu'il y a cette idée d'une conjoncture actuelle qui nous impose d'agir, puisque l'Ukraine pourrait perdre cette guerre si elle perdait le soutien des Américains, et ça pourrait donc avoir des conséquences dramatiques. Donc là, il y a l'idée d'une certaine urgence, sachant que la réponse qui est proposée n'est pas une réponse urgente. C'est-à-dire ça ne va pas régler le problème dans l'urgence. Et le problème le plus profond que je vois là-dedans, et que tu as soulevé aussi toi ce matin dans ta newsletter, c'est qu'en fait, on veut se saisir de cet enjeu autour de l'Ukraine pour apporter une réponse structurelle. C'est-à-dire on dit on va créer une armée et on va intégrer notre politique de défense qui va avec le fait d'intégrer notre politique internationale. C'est-à-dire qu'on se dit on se saisit d'une question et on se dit à cette question voilà la réponse qu'il faut construire et qu'il faut bâtir solidement. Mais autant il y a une certaine unité des Européens sur la question de l'Ukraine, il n'y a pas d'unité des Européens sur de très nombreux sujets internationaux. Donc c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a jamais eu de politique européenne unifiée et qu'il n'y a jamais eu... l'idée de faire une Europe de la défense commune n'a jamais abouti parce qu'il n'y a pas d'accord entre tous les pays. Alors ça pour des raisons diverses, tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts. Et puis en plus, les orientations politiques des différents pays ne sont pas toujours compatibles. Notre question à nous ce matin dans la newsletter était de dire qu'est-ce qu'on fait quand on a des pays fascistes et qu'est-ce qu'on fait quand on a une poussée fasciste en Europe. Au fond, c'est une question. Qu'est-ce que ça veut dire une armée européenne quand il y a cette émergence du fascisme ? C'est ce truc aussi que je trouve très problématique. C'est-à-dire que l'Ukraine, c'est vrai qu'on est d'accord. En gros, on est d'accord. Bon, il y a Orban n'est pas d'accord. Mais bon, en gros, il y a un accord des Européens pour dire l'Ukraine doit retrouver son intégrité territoriale. Il faut respecter le droit international et Volodymyr Zelensky est le président des Ukrainiens. Bon, ça, je crois qu'il y a plutôt un accord sur ça. Ça ne fait pas les bases, ça ne fait pas des bases suffisantes
pour pouvoir aller au-delà de ça. Donc je trouve que ça, c'est vraiment pour ça, Macron, d'une certaine manière, sa stratégie du choc, c'est aussi de ce point de vue, puisqu'il le pense, lui, depuis 2017. Là, il se saisit de cette occasion pour pousser à la réalisation de ce qu'il pense être la nécessité historique pour l'Europe. Et même, je vais prendre le truc à l'envers, et je pense que la question européenne, la question d'une armée européenne, d'une force de défense européenne, c'est une des questions les plus compliquées qu'a à traiter, à mon sens, l'Union européenne. Et c'est pour ça qu'on en était aussi loin. Parce que sur la question des droits sociaux, sur la question du marché commun, on avait avancé. Non, mais je dis pas que c'était extraordinaire ce qui avait été fait, mais enfin, on est quand même, la réflexion, voire l'action, c'était quand même aller un peu plus loin que sur la question de la défense européenne où c'était tout le temps niette. Et donc là, ce que fait Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, c'est de dire, bon, là, l'Europe, en fait, ça va pas trop. Plus personne n'y croit à ce truc, etc. Donc on va au forceps, on va mettre l'armée européenne et ça va créer une espèce de ciment dans leur tête qui va consolider ou faciliter en fait l'intégration à l'Union européenne. Je pense que c'est comme ça qu'ils le voient. C'est un ciment pour faciliter derrière tout ce qu'ils veulent proposer. C'est ce storytelling que l'Europe n'avance qu'à coup de crise. Oui. C'est ça l'histoire. C'est qu'en fait, nous n'avançons que quand on est au pied du mur et devant une situation d'urgence et d'absolue nécessité. Ce qui n'est pas faux, mais là, on passe un cap. S'ils s'imaginent qu'on va s'intégrer, parce qu'une armée commune, une défense et une politique internationale commune, on commence à aller vers ce que souhaite Étienne Balibar dans la Midinale, c'est-à-dire aller vers une Europe intégrée fédérale. Alors, je ne sais pas si c'est tellement souhaitable, si c'est tellement possible. Après, ça, c'est un autre niveau de discussion. J'insiste sur le fait qu'il faut quand même se poser la question de comment on peut souhaiter, dans des circonstances actuelles, c'est-à-dire de pousser des extrêmes droites partout, en Angleterre, parce qu'ils ont quand même ils ont le feu aux fesses, hein, les Anglais. Hein. En Allemagne, en Espagne, en Italie, ils sont au pouvoir. En France, je ne vous raconte pas. Dans les Pays-Bas, enfin, je veux dire, c'est quand même un peu partout. L'Europe est devant cette poussée de l'extrême droite. Est-ce que vraiment on a envie de faire une Europe fédérale puissante dans ces conditions ? Là, moi, je dis, ça demande réflexion, n'est-ce pas ? Alors, ceci étant, ça ne veut pas dire que ça ne règle pas le problème de la France, hein, parce que le problème de l'extrême droite en France, que tu dis aussi ce matin, c'est que Marine Le Pen, elle a le bouton nucléaire, et c'est pas sûr que ce soit... Elle l'a pas encore. Non, mais elle pourrait l'avoir. Ouais, si elle était au pouvoir. Voilà. En tout cas, le président ou la présidente de la République française est détenteur de l'arme nucléaire, c'est-à-dire quand même de quelque chose qui est redoutable, et ça veut donc dire... Pour moi, d'ailleurs, je pense que l'émergence de cette question du nucléaire dans le débat français n'est pas en sa faveur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, est-ce que c'est vraiment une bonne idée que l'extrême droite dispose de l'arme nucléaire ? En plus, c'est elle qui le met sur le devant de la scène. Hein. Enfin, je veux dire, c'est ce dont elle a parlé dans son discours. Personne ne lui avait dit à l'Assemblée nationale lundi. Bien sûr, mais parce qu'elle le fait à propos d'une question qui est une autre question, qui est posée par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron dit « je veux protéger », c'est-à-dire je veux ce qui est déjà la doctrine, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le... Oui, mais lui, il dit, en fait, couvrir tout le territoire national, territoire européen. C'est-à-dire qu'en fait, c'est en gros, on se substitue à l'article 5 de l'OTAN qui nous engage à défendre tout pays qui serait attaqué. Là, il dit, en gros, s'il y a un pays européen qui est attaqué, nous avons l'arme nucléaire pour le défendre. Pas forcément dire pour qu'on appuie dessus, mais en tout cas, nous faisons don de cette menace et donc de cette force de dissuasion à tout pays européen. J'ai écouté hier soir Jean-Luc Mélenchon de retour du Mexique, qui a fait une très longue intervention à la Boétie, enfin non, au POI, c'est pas à la Boétie, c'est dans les locaux du POI qui fait ça. Tu confonds. Mais ceci étant, c'est sur YouTube, surtout que moi je l'ai vu. T'es pas allé au POI? Non, je suis pas allé au POI. Mais je l'ai écouté quand même. Et donc il dit, mais enfin, si c'est tous les pays, la France est voisin. Alors il fait la liste des 24 pays avec laquelle la France
et voisins. Donc, il dit, ça veut dire qu'on va jusqu'aux pays des pays baltes. Et puis deux, tous nos pays voisins, si on étend notre protection à tous les pays voisins, de proche en proche, on est par, je sais pas moi, par la Nouvelle-Calédonie, on est voisin de l'Australie, donc il faut aussi ce qui se passe en Australie nous concerne, etc. Donc il trouve qu'il essaie de démontrer un peu par l'absurde cette prétention à défendre tous les pays dont nous sommes les voisins et tous les pays européens. De fait, c'était un peu la prétention initiale du Conseil de sécurité de l'ONU, de tous ceux qui avaient la bombe atomique au départ, de dire « Ah ben voilà, on est très peu à avoir une poignée à avoir la bombe atomique, et grâce à ça, on va apaiser le niveau de violence parce que genre on sera dans des mécaniques d'équilibre en fait l'équilibre de la terreur, l'équilibre de la terreur dissuasif. Oui. Moi je continue de penser qu'en effet il n'y a pas besoin une fois que tu as de quoi faire péter 2 fois la planète, l'avoir de quoi la faire péter 10 fois, ça te rend pas hyper plus fort, quoi. Hein. Je veux dire, ça me paraît être une force de dissuasion. Moi, j'étais très opposée, j'ai été longtemps très opposée au fait que la France possède l'arme atomique parce que je considérais qu'elle n'était pas une arme utilisable. Donc, si elle n'est pas utilisable moralement, ça veut dire qu'elle n'est pas dissuasive. C'est-à-dire si tu ne trouves jamais de raison d'utiliser l'arme atomique, c'est pas parce qu'il viendrait envahir la France, qui que ce soit d'ailleurs, que je trouverais justifié d'utiliser l'arme atomique. Franchement, c'est ce que je pense. Mais c'est vrai que l'arme atomique, son concept, c'est de ne pas être utilisée et d'être donc une force de menace. C'est-à-dire que, par exemple, si les Russes voulaient envahir la France, on les menace. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, mais ils savent que c'est possible. D'où cette ambiguïté stratégique dont parle Emmanuel Macron, qui va avec l'arme nucléaire. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la question qui est posée là, c'est la question de la construction européenne. Comment on avance sur le sujet international, sur le sujet de l'armée et sur tous les sujets qui nous occupent, notamment là, Ursula von der Leyen, en même temps qu'elle nous dit je vais vous lâcher de quoi pouvoir compléter votre panoplie militaire, elle fait sa réforme qui remet en cause de nombreuses lois, décrets qui permettent de protéger la biodiversité. C'est-à-dire qu'on est quand même devant une question là d'affaissement de ce qui était très imparfait, mais trouvait un certain assentiment, et avec le temps, ça s'était quand même plus consolidé. Mais là, j'ai l'impression on fait 3 pas en arrière. Hein. Peut-être pour terminer, une réflexion sur le fait que la constitution de cette force de défense européenne, en vérité, elle s'inscrit dans un rapport de force sur la question de la puissance, mais surtout, elle prend comme hypothèse que pour lutter, pour exister finalement entre ces deux empires qui sont en train de se repenser en tant que tels, qui est d'un côté l'empire russe et de l'autre côté l'empire américain, il faudrait qu'au milieu, en gros, nous, les Européens, on soit aussi un empire. Et donc, au-delà d'une puissance, un empire. Et donc, on en récupère certains paramètres. Et notamment, la question de la puissance armée est un paramètre qui fait la force d'un empire. Mais ce qui est terrible, c'est que, bon, déjà, c'est toujours le même problème, enfin, je veux dire, c'est toujours le même problème au même endroit. Enfin, tu sais, la question de la limite de l'empire et de qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a 2 empires qui sont, genre, collés aux frontières de cet empire. Enfin, je veux dire, c'était le même problème avec Napoléon, tu vois. L'autre, il est en tout, machin, et puis au bout d'un moment, bah, en fait, il y a les Russes, et puis, genre, c'est toujours au même endroit, c'est-à-dire sur les rives de la Volga, que genre il y a un problème et que ça pète, tu vois. Enfin, franchement, c'était la même chose il y a 200 ans. Et là, on recommence, donc avec géographiquement au même endroit en plus. Et donc, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, bah non, nous, on va faire un bloc
au milieu qui va s'opposer. Alors la question des frontières, alors il y a la Lettonie, l'Estonie, est-ce qu'on fait rentrer l'Ukraine dedans ou pas, c'est une vraie question. Mais bon, globalement c'est l'Union européenne. Et puis il y a de l'autre côté du mur, tu vois, du rideau de fer, ce serait genre les Russes et genre leur sphère d'influence naturelle avec la Biélorussie, éventuellement une partie de l'Ukraine, etc. Et puis voilà. Et puis on va faire comme entre 1950 et 1990, et genre on va rester collé comme ça, à ne pas pouvoir discuter. Enfin, je veux dire, c'est terrible comme façon de penser l'avenir. C'est terrible comme façon d'envisager un endroit du monde qui est vraiment juste à côté de nous, avec des frontières qui seraient étanches, avec des modèles, des valeurs qui seraient à l'opposé, exactement comme pendant la guerre froide. Ce que dit Emmanuel Macron, je comprends pourquoi on a besoin aujourd'hui de résister, parce qu'il ne s'agit pas de se faire envahir par les chars russes, tu vois, qui iraient jusqu'à Paris. Non, ça je comprends pourquoi il faut les arrêter à un moment dans leur volonté d'hégémonie sur toute l'Europe. Mais il y a quand même un petit souci de quel avenir en fait ça dessine, quel avenir dessine Emmanuel Macron. Il dessine un avenir de guerre froide. Et je pense pas que ça soit un avenir, je pense pas que ça soit très désirable comme façon d'envisager le monde de demain. Bloquer les deux blocs, quoi. Enfin, ouais, bloquer les deux blocs. Là, c'est ça qu'on est en train de chercher à construire. Mais bon, si c'est pour avoir, au lieu de 2 blocs, on sera 3 blocs, putain, super. Alors vraiment, c'est pas possible, tu vois, c'est nul comme façon d'envisager le monde. Donc, en plus de ça, il n'y a même plus l'ONU, qui existait quand même un peu plus dans les années 50, même si... Enfin, c'était un cadre. Là, encore une fois, l'ONU est aux abonnés absents, enfin, plus personne ne semble vouloir utiliser ce canal. Donc, non, il y a un vrai... moi, cette façon d'envisager l'avenir me terrifie, quoi. Mais bon, après, comme dirait l'autre, l'histoire s'accélère et les volte-face sont très fréquents, quotidiens. Il faudrait quand même inventer quelque chose, quoi. C'est-à-dire qu'en effet, je pense qu'il y a une question de refaire réémerger une autre solution, une autre approche des sujets avec d'autres acteurs. Et je pense aussi que malgré tout, enfin moi cette semaine j'ai quand même aimé, faut bien chercher des choses pour se réconforter, mais j'ai aimé qu'il y ait eu cette réunion au Caire de la Ligue arabe et de l'ONU pour essayer de tracer un chemin pour la reconstruction de Gaza. Donc, ça ne veut pas dire que c'est fait, hein, loin de là, mais ça veut dire qu'il y a quand même des endroits. Puis j'ai vu que c'était l'Angola qui dirigeait l'unité africaine et qui se préoccupe aussi un peu de cette question des conflits armés qui s'éternisent en Afrique. Donc ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas si sûre que ça, que tout soit bloqué. Ce que j'ai un peu peur, c'est que nous soyons, nous, bloqués dans nos frontières, y compris mentales. Sur ce, à la semaine prochaine.